Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de l'anniversaire du podcast Tout est déjà là. Pour marquer cette première année, j'ai invité toutes les personnes que j'ai interviewées à me poser leurs questions. C'était très intéressant d'inverser les rôles et je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé leurs questions et qui ont pris ce temps pour le podcast, mais vraiment du fond du cœur. Dans cette deuxième partie, je vais te parler de ma pratique personnelle du Yin Yoga, de spiritualité en répondant à des questions un petit peu ardues de mes guides et je vais également te faire un bilan sur le podcast, mais aussi t'expliquer mon amour pour les lamas. Je te souhaite une très belle écoute. Alors, Cathy. Cathy, c'était une élève de Paris. Je pense que ça fait depuis 2000, il faudra qu'on reprécise, mais 2015, facile, elle a commencé à pratiquer avec moi en studio. 10 ans. Ouais, ça fait 10 ans. Elle a fait mes formations dans danse du dragon et yin yoga. Elle a fait une retraite avec moi. Et en fait, aujourd'hui, Cathy a un rôle un peu particulier parce qu'elle est guide de yoga, mais elle est aussi conceptrice d'actrice, amoureuse de la langue française. Vraiment, quand je dis amoureuse, ça veut dire qu'elle laisse rien passer. Et c'est pour ça que je l'aime beaucoup dans ce rôle-là. Et donc, elle m'aide aujourd'hui pour justement la newsletter rituelle et tout ce qui est communication sur les réseaux. Donc, elle m'aide à rédiger les articles du blog. Non, mais j'avais jamais le temps de les faire. Tu étais un peu en retard. Un petit peu en retard. À chaque fois, tu me disais, Daniel, t'as un épisode de podcast, il n'y a pas d'article. Non, bon. Elle est en train de me rattraper. Et c'est l'avantage avec le podcast. C'est vraiment ça. Tu n'es pas obligé de tout faire en même temps, s'il n'y a pas le temps. C'est un contenu qui peut être recyclé et réutilisé. Ouais. Sous plusieurs versions. C'est ça. Plus tard. Oui, c'est ce que j'ai appris vraiment. Ouais. Et puis, c'est vrai ce que tu dis, plusieurs versions. Parce que moi, je me rends compte qu'il y a des interviews, par exemple, ou des choses qui me permettent d'écrire des articles et du coup de nourrir le SEO naturel de mon site. Tu vois, c'est ce que tu disais aussi dans l'accompagnement que tu m'as fait en fin d'année. C'est un moment, c'est OK, bon là, t'as pas le temps de le faire, mais fais-le. Et la Cathy, elle est derrière ça maintenant. C'est elle qui me permet d'avoir des articles, plein de nouveaux articles sur mon blog, m'assurer que Rituel, ça tient la route, que c'est cohérent. Et en fait, l'avantage de Cathy, c'est que comme elle a fait mes formations, qu'elle aime ma transmission, elle connaît mon univers et ma patte. Et c'est vrai qu'on était déjà assez proches avant que je parte de Paris, donc elle connaît aussi ma personnalité. Et c'est très précieux d'avoir quelqu'un comme ça près de soi, aujourd'hui, de pouvoir s'appuyer. Mais, du coup, tu vois, ça vient nourrir en plus ce multipotentiel. Ouais. Toutes ces formes toutes ces versions correspondent peut-être à tous ces aspects que tu as besoin de nourrir. Oui, complètement. Tout est lié. Tout est déjà là. Tout est déjà là. Alors, elle est très très heureuse. C'est un rendez-vous chaque semaine qui est devenu immanquable pour elle. Elle te dit que vraiment tu es très très généreuse, ça c'est sûr. Est-ce que le podcast lui-même te nourrit ? Ouais. C'est un peu l'œuf ou la poule, quoi. Ouais, c'est un peu ça. C'est ça. C'est ce que je suis en train de dire. En fait, je pense que oui, en partie. C'est vraiment l'œuf et la poule. C'est-à-dire qu'il y a... au départ, j'avais vraiment toutes ces idées que j'ai mis en place dans le podcast. Mais des fois, quand j'enregistre un épisode de podcast, je me dis, tiens, bientôt, je vais parler de ça. Et parfois aussi, il y a ces rencontres, justement, avec les personnes que j'ai interviewées qui nourrissent mon idée de me dire, tiens, j'ai proposé tel atelier, il faut que j'approfondisse tel sujet. Donc, en fait, c'est un médium pour moi pour aller vers vous et en même temps c'est un médium pour moi d'aller vers vous, c'est-à-dire que à la fois le podcast me permet vraiment de connecter, parce que plein de gens me disent le podcast c'est pas un média de connexion et je comprends pas ça parce que je connecte beaucoup avec les gens par le podcast. Alors je sais pas si c'est le mien en particulier qui fait ça ou autre, mais on m'a dit tu sais c'est le podcast, c'est de toi à eux, il y a personne c'est pas à double sens, c'est à sens unique, donc c'est pas un média de connexion. Mais en fait moi il y a de plus en plus de personnes qui me font des retours. Et surtout, je sens bien que, même si c'est pas direct, il y a un retour qui se fait. Il y a des personnes aujourd'hui qui me disent « J'étais pas sûre de venir en formation de Yin Yoga. J'ai écouté ton podcast, j'ai surkiffé. Je me suis inscrite. Ouais. » Et je me dis « C'est génial parce que c'est exactement ce que je voulais. C'est-à-dire pouvoir découvrir mon univers par la parole, qui est mon média le plus facile. » C'est pas une page de vente. Non, c'est pas une page de vente. Et puis surtout, moi, en tout cas, dans le podcast, j'ai pas de filtre. Tu sais, parce que dans le page de vente, t'es obligé un petit peu de rentrer dans les cases, c'est fait pour qui, comment, quoi. Quand je parle, en fait, comme tu dis, pendant 50 minutes, il y a des moments où je suis complètement en roue libre, on le sent. Quand je réécoute l'épisode, je fais « Oh, tiens, j'étais très sans filtre. » Mais en même temps, au moins, c'est moi. C'est-à-dire que quand vous écoutez le podcast, c'est vraiment... Et du coup, peut-être qu'il y a un petit tri qui se fait
avant de justement se connecter. Ouais, Mais ceux qui se connectent, ouais. celles qui Mmh. viennent te parler, c'est déjà lié, quoi. Oui, c'est hyper lié. C'est hyper lié Le et du lien, il est coup, fait, ouais, le lien est fait et en fait, elles ont ce sentiment de me connaître avant de me évidemment. rencontrer et c'est génial parce qu'avec la distance aujourd'hui, pouvoir faire ça par le digital, c'est super. C'est vraiment super et même des fois, ça donne lieu là, je vois, il y a eu une formation en novembre sur la danse du dragon. Bah, il y a des personnes qui m'ont posé des questions, par rapport à des sujets que j'ai abordés dans le podcast, tu vois? Qui m'ont dit: «Ah mais là, tu parlais de ça, je me demandais si tu allais en parler ou pas» et c'est génial parce que déjà, elles ont écouté. Elles ont mémorisé, donc ça va, je parle pas trop dans le vide. Et surtout, ça les stimule, tu vois, ça les pousse à se questionner. Et moi, c'est génial parce que je veux que les personnes qui croisent ma transmission deviennent totalement autonomes. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours en formation, ne crois pas ce que je te dis. Expérimente-le, vois ce qui fonctionne pour toi et on en parle. Parce que peut-être que ce qui marche pour moi, ça marche pas pour toi. J'ai pas la vérité et je dis souvent aussi, je ne fais pas l'attaque des clones. C'est-à-dire que j'ai pas envie de fabriquer plein de petites Anne-Gaëlle. Ça m'intéresse pas du tout. Le Ah, ça serait copier-coller, compliqué, hein. bah, il y en a qui font ça et c'est OK, voilà, si être dans ma tête, c'est pas une C'est bonne chose. compliqué. Mais en tout cas, quand ils viennent en formation, il y en a qui repartent avec les choses telles que, tu vois, et qui se les approprient pas et qui mettent pas leurs pattes dedans. Et je trouve ça un peu dommage. Et puis il y a les personnes qui partent avec, que je suis, et je les vois vraiment devenir. C'est-à-dire qu'il y a la base, le socle de ce que je leur ai donné, mais par-dessus, il y a la personne. Et ça, c'est génial parce que quand les pratiquants viennent, ils savent qu'ils vont à un cours de Anne-Gaëlle ou un cours de Cathy parce qu'il y a ça. Mmh. Mm. Et du coup, donc elle rappelle que tu as offert beaucoup de partages, beaucoup Oui. de formats différents. Ouais. Est-ce qu'il y a une envie, particulière que tu retiens? Une préférence ou Ce qui est sûr, c'est que les interviews vont pas s'arrêter. Des fois que c'était pas clair jusque-là. ça, c'est le moteur du podcast quand même, hein? C'est devenu le moteur. Et tu sais que je m'y attendais pas. Et en fait, c'est toi qui as donné cette lumière-là au podcast. Parce que moi, au début, je pensais vraiment que ce serait des pratiques. Tu vois, à fond. Et le jour où tu m'as dit, non, mais c'est gentil, mais les pratiques, t'en donnes déjà plein en dehors. Bah, du coup, fais autre chose. J'ai dit, mais il a pas tort. Et en fait, c'est génial de pouvoir se dire, plutôt que de donner du contenu que je donne aussi sur YouTube, tu vois, il y a des pratiques sur YouTube que j'avais enregistrées, que j'ai mises en accès libre, Mmh. bah, d'amener quelque chose de nouveau. Et du coup, quand c'est partagé avec quelqu'un, que c'est dans un échange, je trouve que c'est super riche. Et franchement, moi, ça me donne une excuse pour aller rencontrer ces personnes. Et Le ça, podcast est c'est génial. normalement, au début, très, très égoïste. Ouais. Ah On bah. a envie, on est Mmh. curieux, on a envie d'avoir une excuse en or massif pour aller, voilà, contacter, des personnes qu'on connaît ou pas, Mmh. des top personnes dans leur domaine. Ouais. Et c'est ça que je retiens aussi, c'est que, on n'est pas on ne vient pas sur, Tout est déjà là pour écouter des personnes qui font du podcast, lapsus, qui font du yoga. Ouais. C'est vrai. Il y a une il y a des valeurs, Mmh. il y a des personnalités, il y a il y a plutôt de l'émotion, on va Mmh. dire, une certaine émotion commune, Mmh. plutôt qu'une pratique. Ouais. Il y a des artisans, il y a Oui, c'est ça. C'est-à-dire des que il y a un vraiment fil rouge, encore mmh, une fois. mais c'est très diversifié. Mmh. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que le yoga passe beaucoup par moi en définitive et que tout le reste, c'est grand ouvert, quoi. Et s'il y a une chose, Interview. ouais, l'interview, c'est vraiment ce qui va se déployer, mais après, je pense aussi, va y avoir cette part justement d'équilibre entre l'entrepreneuriat et être guide de yoga. Tu vois, Oui. j'ai passé plein d'années à me questionner là-dessus, à me dire: «Ah mais je peux pas être guide de yoga, entrepreneur», à m'auto-flageller littéralement et je suis sûre que je suis pas la seule. À me dire: «Je peux pas être une bonne entrepreneuse et une bonne guide de yoga parce qu'il y a la spiritualité et de l'autre côté, en fait, entrepreneur, on pense argent». Et vraiment, c'est fin 2024 où j'ai pris une grosse claque là-dessus, notamment grâce à mes guides qui sont là pour ça, Nathalie et Adam, mais Je les ai pas appelés pourtant, hein, tu vu? non, et tu vois, mais tout se met en place, en fait et qui m'ont dit, très simplement, mais avec une justesse, «Mais tu sais qu'il y a des grands swami indiens qui sont chefs d'entreprise?» Et là, j'ai buggé. Je me suis dit: «Mais non». Donc j'ai fait des recherches sur ces swamis, j'ai fait des recherches et je me suis rendu compte d'un seul coup, Anne-Gaëlle, c'était une excuse pour pas mettre en avant, encore une fois, ton multipotentiel. Donc 2025, je pense que ça va être ça aussi, c'est montrer qu'on peut faire les 2. On peut être quelqu'un de spirituel. Alors après, voilà, il y a spirituel et spirituel, mais en tout cas, quelqu'un en recherche, une personne en cheminement et en même temps avoir une entreprise et devoir atteindre des objectifs, payer des impôts, payer des charges et avoir envie de faire de l'argent et c'est OK. C'est juste, Mmh. normal.
On s'est incarné dans un Mm. corps, pour moi en tout cas en France, donc j'ai des impôts à payer. J'ai un emprunt à rembourser, mais en même temps, j'adore l'hindouisme et j'adore le yoga, donc c'est moi. Il faut Mm. accueillir. Ouais, il faut incarner et accueillir. C'est important. Alors justement, Nathalie. Nathalie, oui. Alors, Nathalie et Adam, parce que moi, Oui, c'est un duo. Oui. C'est un duo, en fait, voilà. Ils co-enseignent ensemble, et heureusement. Enfin, c'est fou parce que Adam et Nathalie sont des êtres et des individus exceptionnels. Mais être guidé par Nathalie et Adam dans le cadre de l'immersion, transformation là, que je fais avec eux, c'est vraiment aussi, encore une fois, une chance incroyable. C'est vraiment... alors, non, Nathalie et Adam, ils ont deux passés différents, puisque Nathalie, elle était vraiment dans le yoga. Elle était graphiste à la base. Graphiste, elle est arrivée au yoga, elle est tombée dans le yoga de la voix. Adam était dans la musique. Et il a rencontré le yoga de la voix. Et en fait, ils ont pratiqué pendant 30 ans. Enfin, pendant 30 ans, ils sont vraiment dédiés à ça autant que possible. C'est des exemples. Moi, voilà, quand je serai grande, je serai comme eux. Enfin, j'espère. Je touche du bois, pardon. Je dis pas avec humilité. Magique. Mais en tout cas, c'est des modèles parce que tu te dis, bah ouais, ils sont nés en France. Ils sont justement, comme on disait juste avant, ils ont ce background et en même temps, ils sont très spirituels, ils sont dans leur pratique, ils incarnent ce qu'ils disent, ils disent ce qu'ils font. Et quand ils le font pas, ils n'ont aucun problème à dire à un moment, tiens, ça c'est peut-être pas très... et c'est OK, et du coup c'est un exemple. Et moi je les ai rencontrés ça fait 1 an et demi maintenant. J'ai l'impression de les connaître depuis toujours en fait. Nathalie, elle va regarder, je suis désolée, elle va regarder cet épisode, elle va se dire, mais... Mais en fait, c'est vraiment ça, c'est que en fait... il y a cette présence quand on est avec eux, où on sent que ils ouvrent un espace d'expérimentation. C'est un espace qui est incarné, réfléchi et sécurisé. Et c'est ce qui fait que j'ai pu me prendre les quelques claques que je me suis pris en fin d'année entre guillemets à leur côté. C'est-à-dire que moi j'ai vécu mes trucs, c'est pas eux qui, il faut pas croire ça. Mais ils ont su recevoir et m'accompagner. Et j'avais rarement vécu ça, de savoir que j'étais pas seule. Et ça a été juste. très très fort. Ouais. Quand c'est juste, ouais. Il y a pas grand-chose d'autre à faire. Non. Et j'étais très touchée qu'elle prenne le temps d'envoyer ses questions. Alors, elle a bien plusieurs questions. Ouais. Et elle a bien précisé qu'elle les avait fondées avec Adam, qu'ils s'étaient concertés, et elle les a envoyés d'Inde, puisqu'en ce moment ils sont en Inde du Sud. Si vous regardez la vidéo, oui, vous allez pouvoir la découvrir. Ramana Maharshi. Oui. C'est bien comme ça qu'on Oui, prononce. Ramana Maharshi, c'est un grand sage. Alors là, qui pose la question? Qui donne la réponse? Ouais, c'est-à-dire qu'elle donne vraiment cette question. Donc, Ramana Maharshi, c'est un grand sage qui a questionné, qui était vraiment dans ce questionnement du soi. Moi, je suis au tout début. En fait, j'ai croisé son chemin. J'ai croisé son chemin, ses enseignements, parce qu'il nous a quittés il y a quelque temps et je l'ai jamais rencontré personnellement. Mais j'ai croisé ses enseignements au tout début de mon chemin de yoga avec mon premier guide, qui nous en avait parlé. Mais à l'époque, j'avais pas trop accroché parce que j'essayais déjà de comprendre ce que mon guide disait, nous communiquer, qui était déjà bien chargé. Et quand j'ai ouvert le livre de ce grand sage, j'ai fait pas prête. Je l'ai posé de côté. Je me suis dit. C'est souvent comme ça. Ouais, je me suis dit là, je suis encore un bébé. On va le garder là au chaud. On va déjà essayer de comprendre ce que voilà. Il faut y revenir. Exactement. Mais la pierre était posée. Et je sais pas pourquoi. Alors ça, c'est très très drôle. J'en avais parlé avec des amis. À partir de je crois que c'est 2016, je me suis mis à recevoir la lettre. Parce qu'il envoie, l'ashram de ce grand sage envoie une newsletter une fois par mois avec plein de sagesse. Et tu t'es pas inscrite? Je ne sais pas d'où vient cette newsletter. Donc depuis, je la reçois. Je suis très contente, mais je ne sais pas d'où ça vient. Et donc là, Nathalie et Adam m'en reparlent. Et donc là, ils sont au pied de la montagne où justement les enseignements de Ramana Maharshi étaient donnés. C'est un lieu qui est vraiment sacré, qui est très chargé, qui est très puissant. En fait, c'est un sage qui a été éveillé dès l'enfance. C'est-à-dire qu'un jour, il est parti, je crois qu'il avait 8 ou 11 ans. Je suis désolée si j'écorche sa bio, vérifiez les faits, mais en tout cas, il est parti très jeune de chez lui, enfant, en disant à sa mère, je me dépouille, je pars. Et il est parti comme ça, vivre tout seul dans la montagne, quoi. Donc déjà, tu dis, c'est un autre niveau. Et en fait, tout son enseignement a été sur le questionnement du soi et la quête du soi. Et dans cette question, il revient souvent à cette question du interroge-toi sur quelle est la source
Quelle est l'origine? Et je relisais justement là avant aujourd'hui un passage du livre. Alors j'ai pas le passage mot pour mot, mais en gros une personne, en fait les enseignements qu'on a de ce maître-là, c'est des retranscriptions de questions. En fait, souvent des personnes qui sont venues poser des questions, des D'accord. retranscriptions de ses réponses. Et donc une personne lui disait, «Dis-moi quelque chose». Et donc le sage dit: «Qu'est-ce que tu veux que je te dise?» Il dit: «Bah, je sais pas». La personne répond: «Je ne sais pas, je sais rien, donc dis-moi n'importe quoi». Et il lui répond, «Interroge-toi sur la source de cette connaissance, interroge-toi d'où elle vient». Et en fait, il était tout le temps dans ce questionnement de la source. Et quand elle pose cette question, Nathalie, je te demande qui pose la question et qui donne la réponse. Encore une fois, je suis vraiment au début de ces enseignements-là, mais c'est un des grands enseignements pour moi du yoga, mine de rien, même si, c'est plutôt de la sagesse, vraiment pure. Mais, en fait, quand il questionne ça, là, il va falloir que vous me suiviez, hein. Mais, en gros, qui pose la question, l'idée, c'est de se dire que c'est l'ego, en fait, qui pose cette question. Mais qu'en fait, au-delà de l'ego, quand tu vas au-delà de l'ego, tu vas à la source. Donc si tu vas à qui pose réellement cette question, tu reviens à la source. Et si tu transcendes les masques, si tu transcendes les mots, si tu transcendes la volonté de vouloir savoir et que tu te déposes dedans, en fait, tu reviens à la source. Et la personne qui pose la question et la personne qui donne la réponse, en fait, viennent de la même source. Donc en fait, finalement, on est un. Et quand tu poses la question et que la personne donne la réponse, c'est la même source qui donne la question et la réponse. Donc en fait, quand tu donnes la question, tu as finalement déjà la réponse. Et il y a cette conscience en fait qu'on est vraiment issu du tout. Mmh. Et de cette source, c'est que dès qu'on se dépouille du qui suis-je, qui est cette grande question qui symbolise vraiment ce grand maître, qui suis-je, on revient en fait à la source. Et on est tous à la source. Donc finalement, toi, moi, Nathalie, avec beaucoup d'humilité, on est la même chose. On est la même source. D'accord, et j'allais traduire un petit peu, j'allais reparaphraser. Moi, ce que ça m'évoque, c'est que si on enlève toutes les étiquettes qu'on nous a mis, qu'on se met, si on enlève toutes les peurs, toutes les, croyances et les, injonctions qu'on reçoit et qu'on se met aussi encore une fois en tête, quand on pose une question, le petit truc qui vibre, c'est déjà l'élément de la réponse. Oui, c'est-à-dire que en fait, ça peut être l'ego qui t'amène ta question, Mmh. parfois. C'est-à-dire que ça vient vraiment du mental, ça vient vraiment parfois d'une figure, mais lorsque tu te redemandes qui a posé la question, là, tu touches en effet à quelque chose qui est plus de l'ordre de l'énergie et de l'origine de chacun et chacune. Et ça m'a vraiment fait sourire parce que peut-être qu'il y a des personnes qui écoutent le podcast là, qui se rappellent de ça, mais il y a une session que j'enseignais beaucoup à Paris qui s'appelait Qui suis-je justement, qui n'était pas en lien avec le stage forcément, mais c'était dans une période où j'étais en grande recherche personnelle de qui j'étais parce que j'étais complètement paumée. Et, pendant mes pratiques personnelles, je me demandais tout le temps, mais qui je suis? Mais qui je suis? Et à chaque fois, il y avait quelque chose qui venait, genre, j'étais pas satisfaite avec. Tu sais, qui je suis? Directrice de projet? Non. Qui je suis? Guide de yoga? Non. Qui je suis? Et à chaque fois, je me rendais compte que plus on se pose la question, plus on refuse ce que le mental te donne en réponse, plus tu arrives à des ressentis et à une conscience et à un apaisement qui amène plus de réponses. Mmh. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est en fait, tu es... Et c'est ce que ces enseignements disent à Ramana Maharshi, c'est qu'en fait, quand tu te déposes, il n'y a plus de questions parce que tu es la réponse. Et donc, comme tu es la réponse, il n'y a plus de questions non plus. Enfin, c'est-à-dire que c'est un état d'être qui n'interroge plus qui est. Et c'est ce qu'il était d'ailleurs et ce qu'il incarnait, c'est-à-dire que lui, il répondait aux questions pour transmettre toutes ses connaissances et tout ce qu'il vivait et tout ce qu'il recevait comme message. Mais quand tu regardes sa vie, en fait, il y a un très beau reportage sur lui qui est disponible, il était juste dans l'instant, il questionnait pas plus que ça, il avait besoin de rien, il n'a Lâcher pas... prise totale. Total. Il était, c'est vraiment dans l'hindouisme qu'on appelle l'ascèse, quoi. Mmh. C'est-à-dire et en même temps, son ascèse n'était pas dans la rigidité et la douleur. Parce qu'il y a beaucoup d'ascèses parfois dans certaines lignées d'hindouisme qui sont très dures. Mais en fait, lui, il était juste dans l'ascèse de lire. Il disait, ça se fera le lien avec la question d'après, je pense, mais que, en fait, la bonne sadhana, parfois, c'était d'accepter de lire un enseignement ou d'accepter une pratique et de faire la même pratique toute sa vie. C'est-à-dire de ne pas questionner, de ne pas papillonner. Et finalement, qui pose la question et qui donne la réponse, initialement, loin derrière, c'est la source. Et du coup, est-ce que la question et la réponse ont vraiment valeur à être?
Tu vois, c'est des questionnements qu'on se pose beaucoup en spiritualité quand on creuse. Et c'est là où tu grattes sur des choses qui sont, comme tu dis, inconfortables, hein, les limitations, les croyances, l'éducation, la société. Quand tu tombes tous les masques, qu'est-ce qui reste? Il reste que l'amour, en fait, c'est-à-dire la source de toute chose. Mm. C'est un vaste sujet. J'aime beaucoup laisser des silences Mm. pour accueillir tout ça. Mm. En quoi le yoga de la voix est-il un yoga authentique? Ouais, ça c'est une belle question. Est-ce que déjà peut-être tu peux nous Oui, préciser oui, ça peut être bien le de yoga remettre de un la voix? contexte. Qu'est-ce que c'est? Alors, le yoga de la voix de Nathalie et Adam est un yoga, est une pratique. J'ai pas envie de dire que yoga, c'est vraiment une pratique plus complète. Parce que malheureusement, aujourd'hui, dans yoga, souvent, on va mettre les postures, on va mettre des choses qui sont très restrictives. C'est une pratique complète, en fait. C'est-à-dire que par la pratique du chant issu du Drupad, qui est le chant d'Inde du Nord, il nous initie à la fois au chant et en même temps, il nous initie à la capacité d'accueillir la vibration et de transcender. C'est-à-dire que c'est pas que c'est on dirait que c'est un voyage extatique, tu sais, dans ce cas-là. Mais en fait, leur yoga de la voix, c'est vraiment donner les outils pour s'immerger dans le Drupad, donc dans le chant d'Inde du Nord, avec ou sans instrument, et par l'expérience du son et de la vibration, de se reconnecter à soi. Et c'est là où, pour moi, c'est plus une immersion et encore, c'est plus fort, mais c'est un voyage. Ils sont obligés de mettre formation parce qu'en France, c'est formaté. Si on met pas le mot formation, les personnes ne viennent pas forcément parce que on veut souvent avoir des diplômes, on veut souvent avoir des reconnaissances, valider des acquis. Mais c'est bien au-delà, en fait. C'est pas une formation. C'est-à-dire qu'ils viennent pas nous dire, tiens, voilà un outil, tu fais comme ci, comme ci, comme ça va marcher. Et ils vont dire, nous, on crée un cadre. On vous invite à répéter. Il va y avoir besoin de discipline, il va y avoir besoin de pratique. Mais si vous faites ça, observez ce qui se passe, accueillez ce qui se passe et vivez ce qui se passe. Et en fait, pour moi, c'est un yoga authentique parce que, justement, ça me retisse le chemin à ce que j'appelle l'étincelle de vie, c'est-à-dire mon être le plus profond. Et donc, ça retisse le chemin vers ma vérité. C'est-à-dire que plus je pratique avec eux, plus je me rends compte qu'en fait, cette vérité, elle est déjà en moi, j'ai pas à la rechercher. C'est-à-dire que ce que je cherchais à l'extérieur, c'est une fuite. Les plus de 3000 heures de formation que j'ai fait dans ma vie, en yoga juste. En yoga et domaine lié. Les livres que je lis. En fait, ce que je suis en train de comprendre, moi, par tout le travail que je fais avec eux, c'est qu'en fait, ce qu'il faut surtout, c'est que je me lève, je m'assois sur mon coussin de méditation, je prends mon tempura et je chante. Parce que déjà, c'est une voix qui me parle. Et parce que on sort du mental pour aller dans le cœur. T'as pas besoin de faire une autre formation, c'est ça? Ah non, je pense qu'après... ouais, non. Après, je vais continuer. En fait, le plus dur, c'est continuer à pratiquer. c'est un peu mon problème à moi, c'est que... Enfin bref. Mais... Ça rejoint un petit peu multipotentiel. Oui, c'est dur une fois d'avoir... de garder cette rigueur une fois que t'as trouvé. Parce que tu penses qu'il y a peut-être autre chose à côté ou... C'est parce que j'ai peur que si je passe pas assez de temps à communiquer pour ma boîte, à gérer la compta, à faire le podcast, à faire la newsletter, à faire les manuels, à écrire de nouvelles formations comme je suis en train de le faire. Comme maintenant tu délègues, tu peux pratiquer. Voilà, maintenant c'est l'objectif. J'ai verrouillé en yoga de la voix toutes les semaines. J'ai entre 2h30 et 3h par semaine où je fais que du yoga de la voix. Et c'est quelque chose qui est énorme pour moi déjà. Mais voilà, c'est sacré, justement. Donc, il y a 2 temps dans la semaine, dont un en binôme, parce qu'ils ont créé des binômes, ce qui est une idée, mais tellement géniale, de pratiquer avec d'autres personnes de la Sangha. C'était super. Donc, voilà. Pour moi, c'est un yoga authentique parce qu'il me reconnecte à ma vérité. Et parce que je sais, et mon étincelle sait que lorsque je pratique ce qu'ils nous transmettent, je trouve mes réponses. Et donc, je reviens à la source. Mais c'est là où la question et la réponse deviennent en fait le maître et l'élève, je pense. Et tout ça, c'est tellement dur à verbaliser. Mais tu y arrives. En tout cas, moi, je comprends. J'attends le débrief de Nathalie et Adam. J'ai hâte de lire les commentaires ou que tu transmettes un petit peu les retours, mais je pense que tout le monde comprend. En tout cas, tout le monde a un début de réponse. Quelles sont les qualités nécessaires pour maintenir justement une véritable
sadhana dans le monde insensé dans lequel nous vivons? Alors un peu moins insensé qu'à Paris, mais quand même Oui, insensé même en Bretagne. oui, insensé dans vraiment le monde est insensé aujourd'hui, hein, quand on voit tout ce qui se passe. Hem, je pense que, Alors est-ce que juste tu peux m'expliquer, une véritable sadhana, oui, pardon, c'est vrai, merci de s'il me te rappeler à plaît? ça Il y a parce d'autres que personnes qui ont mais la bien vie. sûr. Alors la sadhana, en fait, c'est la pratique personnelle et la rigueur de la pratique personnelle, justement. C'est-à-dire d'avoir, ce qu'on disait juste avant, Ouais. des Mmh. moments vraiment dédiés, hem, qui sont des points de rencontre avec toi-même, en fait, ou avec ta sangha, dont on parlera peut-être après, mais, qui sont tes groupes de pratique, en fait, Mmh. qui des personnes qui partagent les mêmes intérêts que toi. Et en fait, la sadhana, lorsqu'on est, aspirant spirituel et yogi, yogini, c'est ce qui nous connecte à notre pratique, mais c'est surtout ce qui doit nourrir notre cheminement. C'est un peu le problème aujourd'hui, c'est que, heu, on a fait de la pratique posturale du yoga une fin en soi dans notre culture, européenne, américaine, alors qu'en fait la pratique des postures, c'est un chemin pour aller vers la méditation, pour aller vers continuer ce cheminement vers cette vérité dont je parlais tout à l'heure et cette source, dont Ramana Maharshi nous parlait. Et donc dans le monde insensé dans lequel on vit, en fait, moi, les qualités que je ressens, que j'ai dû mettre en place et que je dois encore nourrir, c'est-à-dire qu'il y a des moments où je dérape, hein, quand même. Parce que je dis, tu vois, 2 heures et demie, 3 heures minimum par semaine de yoga de la voix. C'est pas confortable. Ben là, ça a été les fêtes de Noël. Je dois avouer que j'ai réussi à prendre 1 heure et demie la première semaine et la deuxième semaine, j'ai pas pu chanter. J'avais la belle famille à la maison, j'ai pas pu me Mmh. prendre 1 heure et demie pour me dire, je m'enferme et je joue du tempura et je chante. Donc, c'est ça aussi la sadhana, c'est d'accepter ces moments où ça dérape, d'accepter qu'il y a des moments aussi où, on peut pas se dédoubler, on peut pas, on fait au mieux. En fait, c'est ça qui est important, c'est de faire au mieux et pour la sadhana, je pense que vraiment les qualités principales, c'est la discipline, et questionner constamment. C'est-à-dire, Et en même temps, ne pas se juger ouais, ou ne pas être trop dur avec soi-même. Il faut ouais, avoir la discipline, mais oui, si ça dérape, il c'est là où je faut parle du il faut pas se questionnement. C'est flageller, ça. il faut juste revenir à la discipline. Et revenir à la discipline, puis entre-temps, juste se dire: «Bah, ouais, là, en fait, dès l'instant où tu es dans ta sadhana, tu fais du mieux que tu peux». Donc, par exemple, moi, je sais que Ouais. ma sadhana, la semaine où j'ai pas pu faire le yoga de la voix, ça a été de prendre des moments pour respirer. J'ai quand même pu prendre 5-10 minutes par-ci, par-là, où Il j'ai valait mieux respiré. faire ça plutôt que de te flageller et de dire: «Non, il faut que je Exactement. trouve ce créneau», Voilà. alors que c'était plutôt les quelques minutes de temps en Oui, temps qui tout à étaient fait. essentielles. Et c'est ça que j'appelle questionnement, moi. OK, C'est-à-dire toujours OK. faire le bilan, en fait, au lieu de se dire, Ouais. ben, «Ah mon Dieu, je n'ai pas fait, mes 2 heures de postural, suivi de mon heure de méditation, suivi de mes 3 heures de pranayama et de machin». Tu te dis: Non mais tu fais quoi de tes journées?» Et est-ce que l'un des Mmh. plus gros défauts, dans ce monde insensé qui est, l'égoïsme, si on le tourne en qualité, Mmh. si on se dit, ben, en fait, il faut d'abord penser à soi, Ouais, faire justement notre sadhana ouais. pour qu'on soit, pleinement, juste, pleinement, cohérent avec les autres. Je pense que ce qui est important, c'est de se rappeler que la sadhana, c'est pas pour toi que tu l'as fait. En fait, quand tu es sur c'est mon avis, hein, mais quand tu es sur un chemin spirituel, quand, ta sadhana, tu l'as fait pour le monde dans lequel tu vis. C'est-à-dire que tu te prends en main, tu te questionnes, Mmh. tu chemines pour les autres. C'est-à-dire que, bien évidemment, tu en as les bénéfices au passage parce que, bah, tu descends tes limitations, tu poses les masques, comme je disais tout à l'heure, tu réalises certaines choses chez toi, tu changes des schémas aussi. Donc il y a cette notion que beaucoup de gens aujourd'hui n'aiment plus, qui est de devenir la meilleure version de soi-même. Et devenir la version de soi-même, c'est parfois accepter que, aujourd'hui, justement, bah, tu as respiré 10 minutes au lieu de chanter pendant 1 heure et demie. C'était ta meilleure version de toi-même aujourd'hui, c'est top. Mais ta sadhana, tu la fais pas pour ton ego. Et c'est là où le problème du yoga, je pense, européen et américain, c'est que les personnes pratiquent pour «Ah, regarde-moi dans cette posture. Ah, regarde comme je suis bien dans mon legging Lululemon». Pour beaucoup, ou «Oh, regarde, j'arrive à faire, la posture sur la tête» ou, à pratiquer pendant 3 heures sans être fatigué. Mais c'est pas ça une sadhana. Une sadhana, c'est: «Tiens, en fait, je me rends compte que pour me connecter à l'autre aujourd'hui, moi, je dois faire ce travail sur, l'accueil, ma capacité à accueillir». Et en fait, ça me permet d'ouvrir la porte, aux autres, de les accueillir. Et donc il y a un moment d'échange et de partage où d'un seul coup, peut-être, on se rend compte que, dans ces qualités de vie en commun, on est la même chose.
On peut se respecter même si on n'a pas le même avis. On peut discuter même si on n'est pas d'accord. On n'a pas besoin de se taper dessus. On n'a pas besoin de se juger. Et c'est en ça qu'une sadhana est puissante. Une pratique qui te booste l'ego, c'est pas une sadhana. Ok. C'est ce qui différencie le développement personnel de la spiritualité aujourd'hui. Note pour plus tard. Fais-nous un petit épisode de 60 minutes là-dessus, s'il te plaît. Quels sont les conseils que tu donnerais justement à un aspirant spirituel qui souhaite s'engager aujourd'hui dans cette voie du yoga ou d'une sadhana? Alors la première, ce serait de trouver sa sangha. Donc ce qu'on appelle la sangha, c'est un groupe de personnes donc, qui partagent les mêmes intérêts que toi. Donc si c'est la méditation bouddhiste, de trouver un groupe de personnes qui est dans ta lignée de méditation bouddhiste. Si c'est le yoga de la voix, de nous rejoindre. Si c'est, je ne sais pas, une autre pratique, le taoïsme, voilà, il y a des personnes qui font en France qui ont vraiment, il y a vraiment des cercles de taoïsme et de pratiques spirituelles taoïstes qui sont super. C'est de trouver déjà une sangha. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pendant des années, moi, j'en ai pas eu des sanghas. Une sangha, j'en ai pas eu de. T'étais trop isolée. 2015 à 2020, jusqu'à même récemment, j'étais trop isolée. Ce qui fait qu'en fait, tu tournes en boucle. Tu peux pas être confronté à l'autre. Et justement, tu peux avoir une tendance à nourrir ton ego plutôt qu'à nourrir l'ego pas sain plutôt que l'ego sain, comme j'aime bien l'appeler des fois. C'est-à-dire que c'est pas l'ego qui te permet de rester en vie et de rester dans cette pause si longtemps que possible pour faire cette expérience, mais celui qui est en mode tout dépend de moi, tout repose sur moi. Et quand tu as une sangha, en fait, tu peux échanger. Quand ça va pas, tu peux échanger. Quand ça va, tu peux accompagner. Et c'est quelque chose que je découvre aussi avec la sangha qu'on a aujourd'hui, c'est que en fait, je peux accompagner, je peux nourrir. Et en fait, je le faisais en tant que formatrice et j'avais mis une certaine distance, tu vois, pendant ces années-là. Et maintenant que j'ai une sangha, en fait, je suis beaucoup plus à même de limiter la distance et de me rendre compte à quel point on est tous connectés et que c'est OK, en fait, à un moment de dire ça, je sais pas. Ça, je peux l'accueillir, ça, c'est pas OK. Mais toi et moi, on est humains, il n'y a pas de problème, c'est la bienvenue. L'instant, tu me respectes, je te respecte et c'est OK, quoi. Et est-ce que ou à partir de quand tu conseillerais de le verbaliser aux autres? Par exemple, je m'engage sur ce chemin-là. Est-ce que dès le début, je peux en parler autour de moi? Ou est-ce que je dois en parler quand je suis un petit peu plus sûre? Alors ça va dépendre de ton entourage. Par exemple, si tu prends certaines personnes qui ont grandi dans un milieu spirituel, elles peuvent en parler tout de suite autour d'elles. Et encore que j'ai connu une personne qui a pas trop pu le faire parce que c'était pas la bonne lignée, dommage. Mais comme quoi, même dans la spiritualité, il peut y avoir des tensions. Personnellement, moi, j'en ai pas à parler autour de moi tout de suite parce que je sais que dans ma famille, j'ai toujours été connectée au spirituel. J'ai toujours été connectée aux éléments, à la nature, parler aux arbres. J'ai toujours fait des trucs chelous pour les gens, les autres dans ma famille. J'étais un peu j'ai pas envie de dire le vilain petit canard, mais le petit canard, tu sais, ils étaient tous blancs, puis moi j'étais noire, tu vois, ou le canard ou qui est arc-en-ciel, tu vois. C'est-à-dire qu'ils avaient tous une tenue qui a été conforme à la société, et moi j'étais celle qui débarquait, qui avait les plumes en vrac, qui posait les mauvaises questions au mauvais moment, tu vois. Et en fait, j'ai pas du coup partagé à mes proches ça tout de suite. Je sais que quand mes parents se sont rendus compte que je les lisais à l'époque des livres ésotériques, que je faisais des expériences avec des aiguilles dans des bougies. Non mais j'ai tout fait pour vous. Et que je tirais les tarots, ils m'ont regardé. Ces anecdotes. ils m'ont. Mathieu, tu nous as menti. Non, il a pas menti. C'est moi qui ai peut-être pas conscience. Et pourtant c'est marrant parce que tu vois, j'adore raconter des histoires. Je pense que je suis une conteuse, mais pas de la. Ce sont des anecdotes. Ouais. Il y a quelque chose là-dessous. Je vais creuser. Note pour plus tard aussi. Mais en tout cas, voilà, je leur ai pas dit tout de suite. Quand ils l'ont découvert au fil du temps, ils s'en doutaient. Voilà, ils voyaient les livres dans ma chambre, ils voyaient bien les discussions, les gens avec qui je traînais. Mais en même temps, tu étais montée à Paris, t'avais tout. Je suis montée à Paris. Cette carrière, donc tout allait bien. Je suis montée à Paris pour finir mon bac +4 en marketing. Et en fait, 10 ans plus tard, j'étais guide de yoga à plein temps, tu vois. Mais la réflexion d'un de mes proches à ce niveau-là, ça a été tu cherches encore une nouvelle solution pour fuir la réalité, quand j'ai dit que je devenais guide de yoga, tu vois, en 2014, à temps plein. Et donc, je ne l'ai pas verbalisé tout de suite. Mais tu vois, je l'avais verbalisé auprès de mon ex-mari à l'époque. Je vais donner encore une anecdote, si vous voulez. Et bien, ça ne s'est pas très bien passé.
Parce que j'étais obligée, en même temps, on habitait ensemble. Ils voyaient bien que j'avais mon job en tant que directrice de projet en agence, mais qu'il y avait un décalage qui se faisait, qui était monstrueux. C'est-à-dire, je revenais du boulot, j'étais déprimée de la façon dont on traitait les gens. J'étais déprimée de ce qu'on me demandait de vendre. À l'époque, je travaillais pour des grandes sociétés de consommation qui existent encore aujourd'hui, j'ai pas envie de les nommer, mais quand je voyais comment ils traitaient les gens en interne, comment ils considéraient leurs produits et les gens qui achetaient leurs produits, j'étais dégoûtée. Et plus j'allais dans le yoga et j'assumais ma spiritualité à nouveau, parce que j'avais tout mis dans des petits cartons, parce que mon ex-mari était très cartésien, je m'étais dit non, il a raison, quand même, si c'est pas prouvé, ça n'existe pas. J'ai tout mis à la cave. Mais la vie se charge de te rappeler à tout ça. Et voilà, il y a un moment, ça a clashé, on s'est séparés. Ah oui. Et voilà, mais à côté de ça, le fait de verbaliser, mais tu vois, c'est par la Sangha que j'ai trouvé les meilleures personnes. Ok. Mais malgré tout, il y a eu 2 amis qui ont été très proches, qui étaient là depuis le lycée et qui ont été des soutiens de dingue, et dont un, j'aurais jamais juré qu'on deviendrait aussi proche à un moment, et qu'il était spirituel aussi. Et il est beaucoup plus spirituel que moi, je pense d'ailleurs. Et voilà, je pense que verbaliser, il faut que tu juges avec qui et quand, et surtout que ce soit juste pour toi. Mais c'est comme pour tout. Parfois, il y a des décisions qu'on prend, des changements, si tu changes de boulot ou quoi, où tu dis, là, je vais pas en parler tout de suite, et c'est OK. C'est pareil. Ce qui est important, c'est pas de te demander comment ton entourage va, dans un premier temps, c'est pas de te demander à qui j'en parle ou pas, c'est trouver ta Sangha, questionner, et surtout te demander ce qui te motive. Moi, c'est vraiment les conseils que je donnerais. C'est pourquoi tu veux Super. aller dans cette lignée-là. C'est important de dire tout ça. Oui. Et questionner pourquoi, questionner les enseignements que tu reçois. Et échanger avec des gens qui sont dans ces enseignements-là pour voir si en fait tu matches vraiment et tu sens que ça te fait vibrer, que ça t'apporte vraiment cette dimension-là de réponse en fait. Et après, il sera toujours temps d'en parler autour de toi. Mais chaque chose dans son temps. Là, ouais, c'est vraiment ça, les conseils que je donnerais. Merci beaucoup, Anne-Nathalie et Adam, alors. Ah ouais, des sacrées questions. Et à très bientôt sur le podcast. Oui. Anne-Laure. Anne-Laure, donc je l'ai rencontrée. On a été en contact en 2020. On s'est rencontrés en 2022, je crois, parce qu'il y avait les confinements. Donc tout s'est fait en ligne au début. Anne-Laure, je l'ai contactée en 2020 parce que je recherchais une personne pour refondre complètement ma charte graphique et mon site internet. Parce qu'à l'époque, j'avais tout fait moi-même depuis le début, mes logos, mes trucs, avec le coup de main d'un graphiste quand même. C'était bien au début. Ouais, c'était super. Franchement, je me suis éclatée. Il faut faire ça, à mon avis. Faut pas trop se poser de questions au début. Ah oui, non. C'est vraiment parce que ma société existait depuis 2012 et qu'à un moment, je me suis dit, là, j'aimerais bien m'affirmer. J'étais enceinte et je me suis dit, j'aimerais bien que ça professionnalise aussi. Il y avait eu cette réflexion aussi par rapport à ce gros projet qui s'arrêtait en 2019 où je me retrouvais toute seule. Je me suis dit, en fait, il faut que j'incarne aussi. Et surtout, je me cachais pas mal derrière Evolve Yoga à l'époque et j'ai envie de remettre Anne-Gaëlle Guillot en avant. J'ai envie de me pousser, en fait, à m'assumer. Et donc, Et sûrement ce travail de cohérence sur tous ces aspects, sur toutes ces offres. Oui, c'est ça. C'était dire, voilà, en gros, je suis tout ça. Tu es tout ça. Et non plus, je suis juste guide de yoga parce que c'était pas complètement vrai. Et ça a matché tout de suite avec Anne-Laure. C'est-à-dire que c'était assez... Anne-Laure est beaucoup plus jeune que moi, mais elle a une maturité qui est incroyable et on a eu des échanges qui étaient très intéressants parce qu'au moment où on s'est rencontrés, j'ai envie de dire de toute façon, 2020, elle commençait son chemin spirituel sans le savoir. Et moi, j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui me recadre au niveau charte graphique, communication ou autre. Et en fait, toutes les deux, on s'est vraiment nourries l'une l'autre. Et aujourd'hui, c'est vraiment la directrice artistique d'Anne-Gaëlle Guillot et Evolve Yoga. C'est-à-dire que c'est très rare que je fasse quelque chose. Alors, je vais pas l'embêter à chaque fois que je fais un post Instagram et tout, elle a autre chose à faire. Mais tu vois, si je fais un support, si je change un logo, si j'ai besoin de quelque chose, je vais la voir. Et elle est toujours de bons conseils. Elle est hyper... Elle a la tête hyper bien faite, elle comprend les choses très vite aussi. Et c'est un vrai plaisir. Et du coup, c'est vrai qu'au début, tout est déjà là. Je m'étais dit, je vais faire des interviews purement spirituelles et yoga et tout ça. Et en fait, à la rentrée, avec les échanges qu'on a eus, j'ai fait, mais non, mais là, il est temps de faire rentrer ma Sangha, justement, dans tout est déjà là et de montrer à quel point elle est comme ça. Et donc là, j'ai pu interviewer Anne-Laure et l'accueillir enfin sur le podcast. Et un vrai plaisir aussi. Super, depuis la Corse. Oui, depuis la Corse. Bon, alors déjà, pourquoi les lamas? Voilà.
Donc on pourquoi comprend qu'elle est les... très mûre. Ouais, elle a une très grande Très maturité. Et maturée. surtout qu'elle me connaît très bien. Ouais, genre, je comprends qu'elle pose cette question parce que les personnes qui sont proches de moi le savent. J'ai un truc avec les lamas. C'est-à-dire que vraiment, je peux pas vraiment l'expliquer ce qui se passe, mais quand je vois un lama, je suis émue. Et il y a quelque chose chez moi qui est de l'ordre de... J'ai pas envie de dire l'amour, mais enfin, je sais pas. Il se Tu passe fonds. quelque chose. Ouais, je fonds littéralement. Mais les lamas, mais aussi les alpagas, j'avoue, j'ai un peu élargi. Mais les lamas, c'est... Il y a un truc. Et en fait, pourquoi? Parce que avec un de mes ex, on a... Oh là, c'était il y a longtemps. Oh, c'était dans une autre vie. Ça devait être en 2003. On est allé chez lui et il y avait son petit frère qui était là. On avait 10 ans d'écart, je crois, avec son petit frère. Et il voulait regarder un film. Et donc, il a mis un film que je connaissais, mais absolument pas, qui s'appelle Cusco de Disney. Oui. Donc, le dessin animé Cusco. Je connaissais pas à l'époque et je me suis dit, de toute façon, c'est pour lui faire plaisir. Donc, allons-y, regardons un T'as Disney. plongé dedans, oui. Et là, je me suis poilée pendant 1h30. C'est je pense que si c'est pas le meilleur Disney du monde. C'est-à-dire que c'est un des rares Disney où la fille n'est pas une petite donzelle en détresse sauvée par le prince charmant avec des complexes dans tous les sens où tu te dis ce truc est malsain. C'est-à-dire que tu te marres vraiment. Les femmes ont des images fortes et tout est pensé. Et ce qui est très rare, c'est que la version que je préfère, c'est la VF. Je regarde d'habitude tout en VO, mais celui qui fait la voix de Cusco, l'humoriste, il me fait tellement marrer. Et donc, j'ai commencé, je sais pas, je pense que là, ça a réveillé en moi quelque chose qui dormait de l'ordre du lama. Dans une ancienne vie, ouais, une incarnation. Je pense qu'il y a eu quelque chose. Il y a eu un truc. Soit j'étais un lama, soit j'ai vécu avec des lamas. Mais et j'en profite pour passer le message à mon conjoint. Je suis toujours sur le projet de mettre un lama dans le jardin. Ah, oui. Mais voilà. Je pensais bien que ça allait arriver. Mais il est intelligent, c'est qu'il m'a dit, mais si tu prends un lama, tu vas en vouloir un deuxième parce qu'il va pas vouloir rester tout seul, puis tu vas vouloir un âne parce que tu as toujours voulu un âne aussi. Est-ce que tu veux un âne? Et il me connaît très bien. Mais au moins, ça règle le problème du jardin. Plus de jardin. J'ai dit aussi. Il me dit, ça va aussi régler le problème de tes plantes, Angel. Voilà. Et là, on s'est dit, bon. Mais c'est en chemin. En tout cas, voilà, c'est vrai que ça vient de là. Ça vient vraiment du film de Cusco. Et donc, il y a des lamas dans l'ADA? Non, alors... Non. Il aurait pu. Il y a des projets où on a caché des lamas avec. Et il y a des projets qui arrivent où on va cacher des lamas aussi, c'est sûr. Et je pense que les personnes qui se trouveront des lamas auront des choses pour les projets qui vont sortir. Ouais. Mais il y aura un lama. On te livrera un lama. Mais tu vois, ce qui est très drôle, c'est que j'ai vu réellement en chair et en os mon premier lama l'été dernier. Tu vas pas me croire. C'est la première fois? La première fois que je voyais un lama, c'était en Bretagne. Non, c'était les photos, les vidéos sur Internet. J'ai incarné lama. C'est un fou, fond toutes d'écran ces anecdotes. lama et tout. Moi, je suis... Mais l'année dernière, on est allé à la ferme... comment elle s'appelle cette ferme? Les Animaux du Bois, à côté de chez nous. Et ils ont des lamas. Et en fait, j'ai dit à mon conjoint, je vais le voir, je vais pleurer. Mais déjà, il n'y a pas besoin d'en avoir. Si juste à côté, il y en a. C'est pas pareil. Mais oui, déjà, c'est super d'en avoir juste à côté. Est-ce que tu y es retourné depuis? Non, pas encore, parce qu'ils ne sont pas ouverts en hiver. Ils s'occupent des bêtes, ils sont ouverts en saison. Donc mais là, j'y avais été. Sûrement, parce que là, j'y étais avec ma fille et ma nièce, mon neveu, il y avait ma mère et Mathieu, puis il y avait un spectacle, donc j'ai pas pu rester trop longtemps. Moi, j'ai eu le temps de pleurer, mais j'aimerais bien les revoir. Et surtout, il y a des moments où tu peux aller vraiment à la rencontre. Pas que j'aime tripatouiller les animaux, je suis complètement contre toutes ces attractions où tu viens. Mais en tout cas, il y a des moments où ils te permettent de comprendre comment leur donner à manger. J'ai envie de passer un moment. Et surtout, ce que j'ai découvert l'année dernière, c'est le symbolisme du lama dans le chamanisme et dans la cosmologie vraiment animale. Où le lama, c'est un symbole de résistance parce qu'il est capable de vivre dans la montagne, en fait, avec très peu d'eau, très peu de nourriture, dans des températures absolument incroyables. Ouais, très haute altitude. Voilà, donc c'est un animal qui symbolise la résilience, mais la résilience, même s'il vit en groupe, seul. Et quand j'ai vu cette signification, je fais « Oh, c'est marrant ça, la résilience en solo. Je les aime encore plus. » Un petit tatouage. C'est en projet. Alors, un mot pour décrire le yin yoga. Ouais. Ça, c'est une question qui est... Un mot, c'est trop... peut-être pas... Si je dois en choisir un, c'est accueil. Parce qu'on va vraiment accueillir ses émotions. On va accueillir qui on est à l'instant T. On va accueillir la posture aussi, parce que le yin yoga, c'est vraiment trouver le confort dans l'inconfort. Donc, tu rentres dans la posture, tu
Oh là là, combien de temps elle a dit là? 6 minutes? OK, c'est parti. Il faut accueillir, du coup, respirer, ne pas lutter surtout. Et c'est aussi accueillir l'espace dans lequel tu te trouves, le cercle dans lequel tu es si tu es en présentiel. Donc pour moi, ce serait accueil, ouais. Et du coup, une posture de yin yoga? Ouais. Alors, les postures, elles évoluent vraiment avec ma pratique. Avant ma grossesse, je t'aurais dit la posture du papillon, mais sans hésitation. C'est vraiment une posture, voilà, tu as les pieds joints, les genoux vers l'extérieur, tu vas vers l'avant. C'est une posture qui est très facile pour moi parce que c'est ces mouvements-là, enfin on le voit, je suis tout le temps en tailleur, c'est vraiment un mouvement qui est naturel pour mon corps. Et maintenant? Depuis l'accouchement, je dirais que c'est la biche en torsion, donc c'est vraiment une posture où il y a un gros bolster, tu vois, et tu te couches dessus comme ça en torsion. En fait, tu es vraiment là, tu tournes et tu fais un gros câlin à ton bolster. J'aime beaucoup ça. Je pense que depuis l'accouchement, depuis la grossesse, je suis venue à un état de j'ai le droit de me faire du bien. Et ouais. C'est peut-être même un devoir. Ouais, c'est vrai que parfois c'est nécessaire. Hein. Mais ouais, ça serait celle-là. Aujourd'hui, c'est vraiment celle-là, la biche en torsion. Ouais. Bon, on switch complètement. Qu'est-ce que tu aimes le moins dans l'entrepreneuriat? Ouais, et c'est quelque chose que j'adore aussi avec Anne-Laure, c'est que comme on échange sur ces deux sujets, on passe de l'un à l'autre toutes les deux, et c'est très intéressant. Et la réponse, j'ai même pas eu à réfléchir là quand j'ai lu les questions. L'administratif. Je déteste la comptabilité et la gestion administrative de l'entreprise. Et merci à toi qui te reconnaîtra, mon conjoint, de m'aider à gérer tout ça parce que c'est vraiment très difficile pour moi avec mon fonctionnement. Comme il y a plein d'hybridations, justement, il y a encore plus de difficultés à tout rassembler, tout suivre. Je sais Ouais, que, et c'est une source de stress et d'anxiété pour mais moi, vraiment. bientôt, aucun spoiler non plus, bientôt, il y a un outil qui va... Bientôt, il y a un outil qui va permettre de gérer une partie de ça, mais c'est la partie que je gère déjà. Moi, c'est vraiment la partie déclaration comptable, impôts, URSSAF. Alors là, j'ai ça, il y a des outils, hein. l'urticaire. Ouais, ça, c'est... Voilà. Et du coup, mon conjoint gère ses outils. D'accord, ok. Ouais, il est très... C'est pour ça que moi j'adore, hein, très mais en fait, je carré. suis comme toi. Ouais. Mais comme je connais les outils, Ouais, ça mais c'est peut-être suffit. ça, j'ai peut-être pas mis les bons process en place jusque-là, mais je sais, avant par exemple, dans ma vie, la partie administrative, c'est pareil, régulièrement, j'appelle la sécu ou quoi, en ayant une fille ou autre, je finis en pleurs au téléphone. Il faut que mon mec prenne le relais parce que je peux pas, l'administration est tellement carrée et il y a tellement la réponse de c'est comme ça, tu vois. Ça ne marche pas. Ouais, donc du coup, ça, je le laisse parce qu'il est très très bon pour ça. Alors, c'est bon, on repasse du côté obscur. Positif. Si, positif. En lithothérapie, quelle est ta pierre préférée et celle que tu portes le plus? Oui, parce que la lithothérapie est presque. C'est vrai que la lithothérapie, c'est un domaine encore où je mets le doigt dedans et j'adore. J'adore. En fait, moi, j'aime le monde minéral. C'est pas forcément la lithothérapie en tant que telle, parce que je pense pas que les pierres puissent soigner. Par contre, je pense qu'on peut mettre des intentions dans le monde minéral et avoir un retour du minéral et voyager avec le minéral. Parce que je l'ai vécu. Ma pierre préférée, c'est l'améthyste. C'est d'ailleurs celle que j'ai sur ma bague de fiançailles. C'est une pierre que j'aime beaucoup pour sa couleur, parce que le violet est ma couleur préférée. Et que j'aime beaucoup pour ses attributs, parce qu'elle est connectée, justement. Pour moi, elle est vraiment le monde subtil, la communication avec le spirituel. Mais la pierre que je porte le plus, c'est celle que j'ai aujourd'hui là. Et c'est vraiment affectif. C'est un saphir jaune qui était à ma grand-mère. Et c'est vraiment la pierre que je porte le plus souvent. Pour le côté affectif. Génial. Ah oui, il nous en faut. Merci beaucoup, Anne-Laure. Ouais, merci encore pour tout. Fabienne. Ah, Fabienne, je l'ai rencontrée aussi en 2020. Donc, je pratique le tarot depuis l'adolescence et j'ai beaucoup fait de... D'où ça te vient? Alors, tu vas me dire que j'ai encore une anecdote. Bah, évidemment. J'ai un grand frère qui a été un peu initié au tarot par la maman d'un copain à lui. Et un jour, il m'a tiré les tarots. Donc, on a 5 ans d'écart. Je devais être jeune adolescente. Je devais avoir 13-14 ans. Et en fait, c'est moi qui suis tombée dedans. C'est-à-dire que lui, après, il a un peu continué comme ça pour le plaisir avec le tarot de Marseille, puis il a laissé tomber. Ah ouais, moi, je me suis engouffrée dans le truc. C'est-à-dire que j'ai trouvé ça complètement dément. Alors, j'ai jamais pris les tarots comme divination. Les rares fois où je m'y suis pris à ce jeu-là, où j'ai essayé de jouer un petit peu avec, il y a des retours de bâton, faut pas rêver. En fait, soit tu as un don de médiumnité vraiment,
Et ton support, c'est le tarot. Moi, je suis convaincue de ça, mais les cartes te donneront jamais... c'est à toi de trouver tes réponses, quoi. Et donc, il m'a initiée à ça et moi, c'est vraiment resté. Et donc, j'ai tiré les tarots pour les copines, les copains, pour moi. Et j'ai commencé avec le tarot de Marseille. Et en fait, j'ai découvert le tarot qu'on appelle plutôt le Rider's Waite, qui est un peu sur le même modèle, mais il y a 2 cartes qui changent dans le jeu, en fait, et tout le symbolisme est différent. C'est-à-dire que ce que j'aimais pas dans le tarot de Marseille, c'est que pour moi, quand je regarde les cartes, ça me parle pas, à part les majeurs. Donc, tu as les majeurs et les mineurs. Donc, les majeurs, c'est celles qu'on connaît en général, qu'on voit dans les films, le diable, la mort. Et après, tu as des mineurs qui sont les bâtons, les coupes, etc. Et quand tu regardes ces cartes, moi, elles me véhiculent rien. Et c'est peut-être parce que justement, il y a cet aspect de conteuse en moi et très imaginaire, alors que le Rider's Waite, il y a des personnages sur toutes les cartes quasiment, et il y a quelque chose de très émotionnel. Donc je découvre ce jeu et je fais une formation en ligne qui était plus vraiment pour approfondir pour moi, là, pour le plaisir. Et je me dis, c'est à chaque fois que j'ai abordé le tarot, c'était avec des personnes en anglais. J'aimerais bien me trouver justement une communauté, une sangha française. J'en ai ras-le-bol parce que j'étais toute seule dans ce domaine-là. Et 2020, c'est l'année où j'ai décidé de le mettre sur le site, de l'assumer, de faire mes consultations. Et je cherchais une personne pour faire une immersion et rencontrer des personnes qui ont cette passion-là commune. Et bingo twingo, comme on dit chez moi, Fabienne croise mon chemin. Donc, je ne sais plus comment je suis arrivée honnêtement sur la page Instagram de Fabienne, la vie. Mais quand j'ai vu la présentation de son immersion, en ligne, c'était nickel. J'ai dit, c'est super, je veux la faire avec toi, etc. Donc, c'était super. C'était avec un groupe, on était 6, mais elle nous mettait aussi en binôme. Donc, j'ai vraiment sympathisé avec une personne qui est en Nouvelle-Zélande. On est toujours en contact. C'est vraiment top. Et Fabienne est une personne qui est passionnée, mais qui est très terre-à-terre, mais qui en même temps pratiquait déjà le yoga. Donc, du coup, il y a des passerelles qui sont faites. On a co-enseigné 2 ateliers de tarot et yoga. C'était génial. Donc, il y en a d'autres qui vont arriver, j'espère. Et voilà. Et donc, on est resté en contact. En fait, on a tellement accroché qu'on est resté en contact. On a proposé des ateliers. Elle m'a fait participer à son tarot bootcamp l'année dernière, qui est un gros événement pour elle, où elle réunit plein de fans du tarot et de pros du tarot. Et voilà, elle est restée vraiment dans mon entourage. Et c'est comme Anne-Laure, on est aussi bien proche pour l'aspect tarot qu'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'on parle énormément avec Fabienne d'entrepreneuriat. Comment on fait pour être des femmes dans l'entrepreneuriat? Comment on fait pour gérer nos entreprises? Et c'est des amitiés qui sont hyper précieuses. Et donc, elle a un podcast. Elle a un podcast qui s'appelle Le Magicien. Anne-Laure a un podcast aussi qu'elle appelle Intuition créative. Et elle publie toutes les semaines. Et ces 2 podcasts sont ceux qui m'ont inspiré le mien, où je me suis dit, mais c'est trop bien ce qu'elles font. Moi aussi, je pourrais peut-être faire ça dans mon domaine. Et voilà. Elle a une question justement au rapport. Après 1 an de diffusion, est-ce que tu vois une différence entre les engagements du début et ceux d'aujourd'hui au niveau de la communauté? Est-ce que des personnes justement te découvrent via tes partages? Tu peux déjà commencer à réfléchir, à répondre. Donc voilà. Alors l'engagement dans la communauté, je le vois surtout ces derniers mois. Je pense qu'il faut être patient. Il faut mettre en marche la boule de neige. C'est ça. C'est-à-dire qu'on sent bien que c'est comme la newsletter. Plus tu fais, plus ça fait. C'est-à-dire, au début, tu lances ton truc. Les personnes qui sont vraiment proches de toi le savent et sont là. Mais pour que ça prenne de l'ampleur, il faut vraiment persister et continuer, quoi qu'il arrive. Moi, je dis souvent, quand on tombe sur un podcast qui a 3-4 épisodes, en fait, le coût de s'abonner, on se dit... S'il n'y a rien après 10 épisodes, c'est dommage de s'y être attaché. Je vois. Et donc, il faut amener quand même une certaine richesse dans le catalogue entre les épisodes ou les archives des newsletters pour se dire, si on ne te connaissait pas, on dit, ouais, là c'est bon, en fait, il y a des choses. Et toi, tu raisonnerais en termes de nombre d'épisodes ou de durée pour dire à un moment qu'un podcast, un nombre d'épisodes? Parce qu'on peut scroller justement, ce qu'on est très habitué à faire. Et donc, s'il n'y a pas 10, 15, 20 épisodes assez rapidement, on peut faire marche arrière quoi, en disant... Wow. Et c'est vrai qu'on dit souvent d'ailleurs qu'il y a beaucoup de personnes qui arrêtent entre 7 et 10 épisodes les podcasts. Ah bah c'est de la folie. Donc, dans 1 an, à peu près, tu auras une centaine d'épisodes. Tu feras partie du 1% des podcasteurs. Ah ouais. Il y a seulement 1% des podcasts qui ont 100 épisodes. C'est vrai. Oui. C'est hyper intéressant. D'accord. Et 80 qui passent pas les 20, quoi. Ouais. C'est fou. Ah oui, il y a vraiment du coup un gap entre 20 et 100 épisodes. Ah oui. Il y a tout... C'est fou. Non, j'imaginais pas que c'était à ce point-là.
Comme quoi, je vis dans ma bulle, des fois. Alors, Fabienne. Fabienne. Donc, oui, là, je commence à avoir de plus en plus de retours, vraiment, soit de personnes qui me disent, comme j'évoquais tout à l'heure, j'étais intéressée par ce que tu proposes et j'ai écouté ton podcast, ça m'a convaincue. Soit des personnes qui me disent, je suis arrivée par ton podcast, j'ai trouvé ta formation, ça, c'est grâce à toi. Tu me pousses aussi à un moment quand tu me dis, mais tu pourrais peut-être parler de ce que tu proposes en dehors du podcast. C'est vrai. Ça serait bien, en fait, des fois, de proposer des choses croisées. Parce que c'est aussi une autre pratique, un autre point très, très important. On adore, en tant que podcasteur, aller faire les interviews, sauf qu'on est humain et on va normalement pas trop la ramener. C'est ça. Quand on interviewe les gens, on va valoriser, on va approfondir, mais on n'a pas la place pour, du coup, partager ce que nous, on fait. Ouais. Donc, c'est hyper important d'avoir des épisodes solo où là, tu peux avoir un peu plus le champ libre pour... Voilà. Et puis, pas avoir peur de parler des offres et des formations et tout ça. Ça, c'est hyper intéressant. Et je pense que c'est aussi ce qui a fait que là, j'ai plus de retours. C'est qu'il y a vraiment un lien maintenant entre le podcast et tout ce que je propose. Alors qu'avant, je donnais plein de contenu gratuit sur le podcast. Une fois que tu l'avais écouté, tu pouvais revenir la semaine d'après et basta, quoi. Alors que là, maintenant, je pose vraiment en disant, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter, n'hésite pas à découvrir ma page Instagram, mes formations. Parce qu'en fait, moi, ce que je veux, c'est vous rencontrer. Donc, si je fais pas les passerelles... Et ça tombe bien parce que l'audience aussi. Eh oui. Tous ceux qui nous écoutent là, ils en veulent plus de toi. Ouais. C'est pour ça que cet épisode, ils vont adorer. Ouais. Toutes ces anecdotes que tu partages. C'est trop bien. Ils en veulent toujours plus. Ouais. Parce que soit ils t'ont découvert grâce à tes invités. Et dans ce cas-là, la semaine d'après, il n'y a plus l'invité qui parle. Oui. C'est quelqu'un d'autre ou c'est toi. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est hyper important à garder en tête. Oui. Complètement. Et c'est très intéressant parce que Fabienne qui pose cette question, justement, on a reçu un message toutes les deux d'une personne qui a connu Fabienne via l'interview et qui, du coup, a souscrit à sa super formation grâce à l'interview, tu vois. Ou Margot aussi, on a eu un retour d'une personne qui m'a dit « Ah, j'ai acheté un Gawain, j'attends de le recevoir. » Je me dis « C'est génial parce que c'est de la beauté qui arrive chez elle. Ça va être un objet vraiment sacré. » Oui. Et fait par une main, des mains qui sont juste des mains de magicienne, Margot. Et je suis trop contente quand ça fonctionne comme ça, dans les deux sens en fait aussi. Donc ça, c'est super. Et la newsletter aussi, du coup, c'est en train de suivre le même chemin. Oui, la newsletter, et je suis hyper contente parce que ça demande beaucoup d'énergie pour l'instant. Mais dedans, c'est comme le podcast, je mets beaucoup de moi. C'est-à-dire que vraiment sur les réseaux sociaux, c'est pas là où tu vas forcément voir les facettes de moi, des backstage, de comment je transmets, d'où je viens. Et puis en 8 secondes, c'est non, compliqué. Mais là, oui, et puis maintenant, on est même sur 4 secondes sur les rôles. Enfin bon, et puis, mais 4 secondes de rôle, mais 1h30 de travail. Oui, non, mais... Alors la sadhana, on en parle. Donc du coup, c'est vrai que la newsletter, c'est aussi un espace où je peux vraiment parler de moi. Dedans, tu vois, je parle autant de yoga que de pratiques rituelles, que de tarot, que de minéraux, de plantes. Génial. Et en fait, toutes les facettes. Ouais, et en fait, tu reçois ça le dimanche toutes les 2 semaines. Et je me dis, j'ai voulu envoyer le dimanche, parce que je me dis, voilà, quand à la journée, tu as un temps, tu peux scroller un peu, lire le passage que tu veux. Et le retour que j'ai qui me touche beaucoup, c'est que beaucoup de personnes me disent, je reçois ta newsletter, c'est un vrai plaisir, c'est inspirant. Je prends le temps de le lire. Je me fais un moment. C'est devenu une lecture sacrée, un moment. Et beaucoup prennent plusieurs jours pour le lire et je le vois parce que moi, je suis les statistiques. Oui. Ils y reviennent, ils vont lire un paragraphe le dimanche et se dire « Ah tiens, je reviendrai lire ça » et dans la semaine, hop, ils vont lire un autre paragraphe. Là, ils vont peut-être lire la newsletter et cliquer sur les liens plus tard. Ça redirige beaucoup vers le podcast aussi. Je vois que les gens, en fait, dans la newsletter, quand je parle du podcast, ils basculent beaucoup vers le podcast et c'est chouette. C'est vraiment chouette, quoi, de voir tout ça. Pourquoi as-tu décidé de faire des formats vidéo ? Ah ouais. Alors, la poule ou l'œuf, on en revient un peu à ça. C'est toujours pareil. En fait, moi, je suis à l'aise avec la vidéo par rapport à tous les contenus que je propose déjà, les programmes que je filme en ligne, les lives que je fais toutes les semaines pour les cours hebdo. En fait, je suis assez à l'aise avec le format vidéo et j'avais le matériel. Et donc, je me suis dit, au départ, je fais que de l'audio parce que j'avoue que mon fantasme du podcast au départ, c'était je me pose en pyjama, j'enregistre mon podcast et c'est bon. Et en fait, il y a plein de personnes, dont Laetitia, qui m'ont dit, même si c'était pas sa spécialité, parce qu'elle, c'était vraiment l'audio pur, mais elle m'a dit, par contre, je te le dis, le référencement YouTube est vraiment en train de monter. C'est quelque chose qui va devenir très puissant. Moi, j'ai pas les connaissances pour ça, mais si tu peux faire tes épisodes en audio et en vidéo,
C'est banco parce que là, en fait, il faut avoir les deux parce que ça va augmenter ton référencement naturel. Donc, ça a été le petit push dont j'avais besoin encore pour le faire. Et je me rends compte que j'adore ça. J'aime le format podcast en vidéo. Et j'aime la vidéo. Donc là, pour la newsletter, la dernière qu'on a postée, au moment où on enregistre, donc là, on dit un peu schizophrène du temps. Mais la newsletter que j'ai envoyée le 5 janvier, dedans, il y avait une vidéo que j'ai enregistrée exprès pour la newsletter, qui est disponible sur YouTube pour tout le monde et qui est déjà à 200 vues. Et c'est juste une respiration qui dure 20 minutes. Et j'ai posé mon téléphone, je me suis filmée en train de pratiquer, en fait, en expliquant ce que je faisais. Et j'adore ce format-là. Et en fait, je me rends compte que il y a des jours, franchement, où en podcast vidéo, je me dis, c'est la plaie, je veux juste enregistrer, j'ai pas envie de me maquiller, j'ai pas envie de m'habiller, j'ai pas envie de faire... mon atelier n'est pas rangé tout le temps comme ça. Hein. C'est toujours pareil. Il y a un angle qui est rangé et les 3 autres angles, Et des fois, je prends les photos et je les envoie d'ailleurs à des amis. Je suis en train d'enregistrer le podcast, regarde le setup et regarde derrière. Et et c'est vrai que voilà, j'aimerais bien des fois pouvoir enlever par contre cette contrainte du paraître. Mais je vois bien que les deux se nourrissent. Mais en fait, une fois que tu as enregistré, t'es super contente. Une fois que j'ai enregistré, je suis hyper contente. Et surtout, je sais qu'il y a des personnes qui regardent que le format vidéo. Et il y a des personnes qui écoutent que le format audio. Et du coup, ça me permet de... Et dans ma pratique aussi, ça me permet de jongler entre les deux. Cet épisode qu'on a fait pour Noël, en fait, qui est une pratique de yin yoga, je sais qu'il y a des personnes qui pratiquent avec moi très longtemps qui m'ont dit « j'ai juste besoin de l'audio, ça me suffit ». Mais quand tu débutes le yin yoga, quand je te dis « rentre dans la posture du papillon », en audio seul, t'es un peu paumé, quoi. Tu es là, tu réfléchis. Alors attends, c'est quoi un papillon Alors que là, c'est filmé sur YouTube en même temps. Je pratique pour montrer les postures et donc tu peux être guidé en fait comme si t'étais avec moi. Et c'est en accès sur YouTube, tu vois. Et puis on va pas se mentir que pour partager un podcast sur les réseaux, le mieux c'est d'avoir la vidéo. Les shorts sur Instagram, c'est super précieux. C'est super. Malheureusement, on en revient toujours au même point, mais c'est hyper important. C'est hyper important parce qu'en fait, parler d'un podcast avec l'audio, sinon ça oblige à faire l'extract audio, sauf qu'on sait qu'il y a de plus en plus de personnes qui coupent le son parce que c'est les sous-titres qui sont lus. Et donc, tu es obligé de mettre une image fixe avec le sous-titre de la voix qui passe. Et c'est vrai que quand tu as l'image, tu as l'émotionnel. C'est assez naturel. Bon. Ouais. Donc, tu fais une pierre de deux coups et puis... Oui, voilà. Je me dis, en général, maintenant, comme tu me l'as très bien conseillé, je suis ce conseil-là, je regroupe. Je vous dévoile mes baskets. Ouais, je fais du batch. C'est-à-dire que je mets une tenue, je rajoute un pull ou j'enlève un gilet. Je change une plante, un truc. Et en fait, j'enchaîne. J'essaye d'en faire au moins 2 à la fois. 2 ou 3, et c'est bien. Ouais, quand c'est pas des interviews. Un mois d'épisode solo. Ouais, ça me fait un mois d'épisode solo. Et puis surtout, ça me permet t'envoyer les contenus. Puis je me dis aussi, pour toi, c'est plus simple parce que de ton côté, tu peux sûrement t'organiser à ton rythme. Quand on reçoit 3 d'un coup, que la période où j'étais un peu ric-rac, là en novembre, je suis encore désolée, je t'envoyais le truc la semaine d'avant, quoi. Non, mais je crois que tous ceux qui nous écoutent savent, puisqu'ils ont reçu l'épisode le vendredi. Oui, il y en a qui ça. Mais je crois que tout le monde a survécu. Donc finalement, tout va bien. Tout va bien. Jeudi 17h, sûr. Ouais. Sauf exception. Sauf cas humain, où on n'est pas des machines et c'est OK. Personne n'est mort, quoi, tu vois. Tout va bien. Merci beaucoup, Fabienne. Ouais, merci encore. Voilà, tu es arrivé à la fin de la 2e partie de cette super interview anniversaire. Encore une fois, j'espère que ces échanges ont été enrichissants pour toi, que tu as appris plein de choses et que ça te questionne aussi peut-être sur ton cheminement. N'hésite pas à me partager en commentaire les questions ou tes expériences pour qu'on puisse échanger ensemble. Il te reste la 3e partie la semaine prochaine. On t'a gardé le meilleur pour la fin. Il y aura plein d'anecdotes et de révélations dans cet épisode. En attendant, tu peux t'inscrire à ma newsletter pour en savoir plus sur moi et sur ce que je propose. Et tu peux également me contacter sur les réseaux sociaux, me laisser un petit cœur, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine pour la 3e et dernière partie de cette super interview anniversaire du podcast. Tout est déjà là. Belle semaine.